Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire avec Michael Hirsch. Ce soir, le sujet c'est sublimer les couleurs de l'automne. Voilà, le webinaire est comme d'habitude, il est organisé en 3 parties, avec une première partie qui sera menée par Michael qui va faire sa présentation, une deuxième partie où on vous parlera des offres spéciales qu'on a concoctées pour vous, et une troisième partie avec une session questions-réponses. Avant d'aller plus loin, nous aimerions que vous nous indiquiez si le son est bon de votre côté. Moi, je vais couper mon son. Michael, vas-y. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Impec. Voilà, je pense qu'on va avoir des réponses dans quelques instants. C'est bon, le son a l'air bien. Alors l'image n'est pas parfaite, on n'est pas dans les conditions qu'on voulait au niveau des caméras, mais on va faire avec. Oui, on a eu un petit souci de branchement, donc on fait avec les moyens de bord, qui va me un peu contraindre dans ma façon de présenter. Derrière moi, j'ai un setup d'une petite nature morte. Je me décale un tout petit peu. On est en plein contre-jour, la lumière que j'adore. Voilà, donc je sais pas, on voit peut-être pas grand-chose, mais on va venir là-dessus. Hervé, tu as encore des choses à dire? Sinon, je démarre. Non, ce qu'on peut faire, c'est lancer tranquillement et tu me dis à quel moment tu veux que je fasse les petits sondages qu'on a fait. Absolument. Alors, donc, tac, tac, tac. Commence par te présenter. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, c'est bon. Alors, bon, je m'appelle Michael Hirsch, je suis photographe nature morte. C'est ma spécialité. Je passe le plus de mon temps dans mon studio photo, sublimer des produits de mes clients, de mettre en avant et surtout jouer beaucoup avec la lumière. Parfois, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Il y a beaucoup de stylisme à prévoir. Je travaille régulièrement avec des stylistes culinaires, très important à mes yeux. Aujourd'hui, c'est moi qui ai amené un peu des feuillages, des couleurs d'automne. Je suis assez perfectionniste. J'adore les choses qui fonctionnent bien, à part des caméras vidéo aujourd'hui. J'aime bien savoir ce que j'ai fait au niveau des couleurs. Donc, c'est pour ça, naturellement, la gestion de couleurs me parle beaucoup. C'est un peu pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai un truc à faire. Alors, Tu peux partager ton écran. alors, tac, 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 petit moment pour, du coup, celui-là. Du coup, je suis sur l'autre écran. Attends, excuse-moi, Edmond. Sur le deuxième. Non, c'est pas ça. Alors, au secours, Hervé. Attends, montre-moi. Ah oui, pardon, c'est là. Ok, parce que je suis sur 2 écrans. Alors, j'ai fait une petite setup. Là, du coup, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer avec ma caméra, mais j'ai fait quelques photos. Donc, une petite mise en place champêtre avec des fruits, avec des feuillages. À la fin, une petite charte de couleurs. Et j'ai travaillé un tout petit peu déjà pour jouer avec les calibrations des calibrations de caméra. Je vais venir. Avant tout, je vous montre un tout petit peu mon travail. Et attendez, tout saute. C'est pas idéal parce que je dois tourner ma tête. Non, ça va. C'est assez grand. Tu vois bien? Ok, parfait. Alors, je commence à vous montrer un tout petit peu ce que j'ai fait d'habitude. S'il y a des questions, peut-être on peut les regrouper et poser à la fin. Questions, je pense. Hein. Donc, gardez ça pour le moment à la fin. Donc, pour l'instant, je montre les images sans commentaire. J'ai choisi
peu les images qui correspondent un tout petit peu à la saison. Je travaille souvent pour des différents clients agroalimentaires, agricoles, spiritueux, des grands groupes, des agences de design, des agences de publicité, des clients directs pour tous différents univers, du packaging, l'affichage, le web. Donc, j'ai choisi un peu les images qui correspondent parfaitement au setup que j'ai mis en place aujourd'hui. C'est un peu ma lumière standard. J'ai travaillé beaucoup avec des lumières assez contre-jour pour sublimer en fait tout ce qui est transparence. Et pour les couleurs en automne, c'est exactement ce qu'il faut. Shooter carrément en contre-jour pour ressortir les transparences à travers les feuillages, des reflets sur l'eau, de vraiment avoir des couleurs qui sont assez saturées, du coup, naturellement. Un jeu de lumière, ombre, lumière, haute lumière. Et les fruits, en fait, ça fait partie des prises de vue que j'exerce assez souvent pour des différentes utilisations. Très, très souvent pour le packaging, pour des marques de yaourt, pour des marques de toutes sortes de choses. Là, je vais vous montrer quelques exemples du passé. Donc, quand je travaille avec la glace, c'est évidemment du faux. Le chocolat, c'est du vrai, mais par contre, à l'intérieur, c'est de la faux glace parce que sinon, avec les spots allumés, ça ne tient pas très longtemps. Donc, en fait, ma plus grande galerie d'expo, c'est plus ou moins le supermarché parce qu'on trouve mes produits un peu partout que j'ai shooté. C'est assez marrant de se balader au magasin et voir ces réalisations à droite à gauche. Je m'intéresse beaucoup aussi pour les images de haute vitesse, des liquides, figer les liquides. Voilà, ici un peu mon setup classique au studio. Au fond, on voit l'appareil photo. Je travaille avec une chambre Sina pour la plupart du temps. Aujourd'hui, c'est juste mon Nikon qui est en place derrière moi. On ne le voit pas. Si, on le voit. Je travaille beaucoup avec des objectifs de décentrement, notamment quand il s'agit des packaging, des choses où j'ai besoin de rester bien rectiligne et travailler la netteté. Je travaille avec les lumières de flash, avec une marque allemande assez connue. Mon studio n'est pas très grand, mais en fait largement suffisant pour ce que j'ai fait. La plupart du temps, c'est vraiment du tabletop que je fais chez moi, donc c'est assez confortable. Merci, Michael. Je pense qu'on voit bien l'environnement du studio comme ça nous donne une bonne idée. Alors, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas spécifiquement les éclairages. Par contre, c'est les choix de couleurs. Et donc, si tu es d'accord, je vais lancer notre premier petit sondage. Ça marche. Voilà le sondage qui s'affiche. Et donc, tout simplement, on vous propose de répondre à la question suivante. Donc, l'automne offre des couleurs et des lumières exceptionnelles. Et vous pouvez répondre en choisissant une ou plusieurs des options qui sont proposées. J'espère que vous avez tous vu comment vous pouvez y répondre. Je vais en profiter pour shooter ce week-end. Je peux pas, j'ai aquaponé. Je collectionne feuilles mortes, marrons, noisettes, etc. pour mes natures mortes. Dans mon club ou mon collectif, justement, on fait un concours photo. Ou, si vous êtes fou comme moi, je me crée un nuancier avec toutes les feuilles et les matières pour avoir une gradation des couleurs depuis le orange le plus fin jusqu'au marron le plus sombre. Voilà, donc le webinaire gère ce système de sondage et vous êtes plus de la moitié à avoir répondu.
On va attendre un petit peu. En attendant, Moi, je vais fermer le sondage et on va partager les résultats. Donc, 67%, pas mal, super. Michael. Bon, il faut être motivé avec le temps qu'il fait. Malheureusement, pas de contre-jour là. Hein. Ça va être dur. Alors, 10% ne peuvent pas parce qu'ils ont aquaponé. Bien. 29% collectionnent les feuilles et les marrons. Et puis, 9% nous indiquent que dans leur club, bah, justement, ils font un concours. Ou un collectif, hein, parce qu'il y a des personnes qui font partie de groupes. Et puis, 21% se créent un petit nuancier. Ah, ça me fait plaisir. Très bien. Je vais fermer le... Et on reprend la présentation. Donc, attends. C'est bon. Ok. Donc, hop. Pourquoi il ne veut pas? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Pourquoi il ne veut plus? Ok. Donc, je reviens sur le setup. Et pour une raison que j'ignore, il ne veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, je reviens sur mes lumières. Donc, en fait, ce qu'on voit bien derrière, ce que vous avez vu derrière moi, je vais changer vers écran principal. Non, c'est pas ça. Pardon. Voilà. Donc, en fait, ma lumière standard, c'est en gros de reproduire la nature, la lumière dans la nature. J'utilise catégoriquement une lumière un peu en contre-jour qui vient de derrière de gauche, qui frise, qui est assez rasante à travers les produits qui sont donc sur ma table ici, pour vraiment faire passer la lumière à travers. Très bien. Et donc, ah oui, du coup, tu peux faire ça c'est très bien. Donc là, on voit un tout petit peu mon set. La lumière au-dessus, la boîte à lumière, elle gère en fait les contrastes de ma prise de vue. Très important parce que si je mets uniquement cette lumière de derrière, ça devient vraiment très, très, très contraste et donc ça va être assez difficile à exploiter les images à la fin. Je shoot quasi toujours en shoot connecté en studio. Pour cela, j'utilise Capture One. Assez rare que je travaille directement sur la carte SD. Je préfère vraiment le confort de bien voir ce que je fais et surtout de pouvoir intégrer directement la prise des vues, la calibration de l'appareil. Donc, au milieu, avec une petite pince, je vais fixer la petite colle à chacun classique. Ton écran et mets-toi debout si tu veux. Ouais. Juste la diffusion de ton écran de ta webcam. Coupe ta webcam. Attendez. Non, au-dessus. Ouais. Au-dessus. Là, voilà. Comme ça, on n'a que ça. C'est Tu peux vrai. te mettre debout et nous montrer ce que tu fais. Donc on me voit? Non, on ne me voit pas. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, donc j'ai la petite pince avec la Kalashika classique que j'ai mis ici en place. Il y a des différentes tailles de charts que j'utilise, que je photographie systématiquement pendant mes prises de vue. Même si je n'ai pas forcément systématiquement un profil avec, ça fait un backup au cas où que je filme. Ah oui, d'accord, pardon. Donc, ça me fait un backup pour les couleurs et surtout si jamais j'ai un problème après pour la reproduction, notamment des produits des clients, des étiquettes à l'école.
ou par exemple j'ai une or chaud qui ne ressort pas bien, j'ai cette possibilité de sortir pour l'imprimeur, à la limite aussi, ma petite charte, et ils sont très contents de l'avoir parce que c'est des chartes que tout le monde utilise dans la profession. Donc, c'est très utile pour être sûr de reproduire les bonnes couleurs. Ils existent en différentes tailles. Bon, il y a une très grande, je ne l'ai pas sortie aujourd'hui parce qu'elle dépasse presque la taille de mon petit setup. Mais ce que j'utilise très souvent, c'est la toute petite nano. Qui est vraiment tout petit. Je ne sais pas si on voit. Tu peux la montrer. Dans la lumière, dans la lumière. Ouais, c'est un peu mal éclairé là. Vous voyez, voilà, elle est tout petite. Vraiment, elle a la taille d'une petite. Voilà. Si j'ai fait un gros plan sur les figues, ça pourrait être super sympa de la voir. Peut-être travailler l'appareil. On le fera tout à l'heure. Bon, écoutez. Mais ça, c'est vraiment très, très, très sympa de la voir. Parce que quand c'est des toutes petites natures mortes de fruits, impossible à caser ça. Ou même le grand standard de Calibrite, la Kalasheka Classic Passport, c'est celle-ci. Et les pratiques, je l'ai toujours dans mon sac photo, avec les différents charts, une pour la bonne exposition, une, c'est celle-ci, une pour la balance des blancs, celle-ci. Ensuite, c'est là pour créer les profils avec le logiciel non, j'oublie chaque fois le nom correct, Kalasheka calibration, c'est ça. Et celle-ci, c'est une balance de blanc un peu créatif parce qu'on peut, à partir de la bonne balance de blanc, après jouer un tout petit peu avec plus chaud, moins chaud, inversement. Donc il y a des petites montagnes, il y a des petits portraits, c'est parce que c'est calé en fonction de ce qu'on fait. Au milieu, non, attendez, au milieu ici, et là, c'est la même valeur parce qu'on fait rarement des montagnes plus chaudes, c'est plutôt plus frais à tester. Voilà, donc tous ces couleurs ici, ils se trouvent ici dans la charte. Ah, en fait, ce sont les tons TSL, saturation, luminance, que tu n'as pas forcément, justement. Ce pas les mêmes couleurs. Et donc, c'est 8 couleurs du système TSL. D'accord. Ce qu'on voit tout en haut. D'accord. Et ça vient compléter, en fait, les 24 patchs qu'on voit en bas. Et ici, j'ai une gradation du blanc au noir. Donc, ça peut être déjà une bonne correction juste visuelle quand j'ai fait ma PCU de voir si ça n'est pas complètement perdu et ça trop sombre. Ça peut déjà donner une bonne idée sur mon exposition. Et évidemment, ce qui est important, qu'on utilise ces genres de chartes qui soient bien éclairées. Ça peut être parfois un peu compliqué parce que si j'ai fait une lumière très, très, très contraste, très rasante, vous voyez peut-être pas super bien, mais si j'ai l'ombre qui apparaît sur ma charte, c'est moyen. Donc il faut bien qu'elle soit bien éclairée. Qu'elle soit bien exposée. C'est ça. Et surtout, et ça j'ai pu constater moi-même avec mes petites natures mortes macro, cette charte-là, elle est vraiment mini et le carton qu'utilisé, il est vraiment assez épais par rapport à la taille des patchs. Donc l'épaisseur du carton, elle fait peut-être un 10 mm, mais elle jette un nombre sur les patchs. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien face à la lumière. Tout à fait. Tu voulais montrer un petit truc, astuce. En termes d'éclairage, quand les gens n'ont pas beaucoup de sources de lumière, toi, tu recycles des choses. Alors, par exemple, on peut imaginer qu'on n'a pas ça là-haut parce qu'on est dans la forêt, on est dans la nature, on a le soleil, ça au Myanmar, et on a peut-être des petits miroirs, des petits cartons. On peut, en fait, jeter la lumière dans l'autre sens. On peut exploiter, en fait, une tas de choses pour éclairer un peu mieux. C'est ça, mais il faut faire des déflecteurs. Tout le monde connaît ça, peut-être des photographes de mariage utilisent des réflecteurs, des trucs Lastolite ou d'autres marques qui se déplient. Moi, en studio, j'utilise beaucoup ces petits trucs-là. Et pourquoi pas, tout simplement, des cartons plumes. Ça coûte pas cher, ça fonctionne super bien. Ça peut être même le plateau d'argent de la grand-mère. On peut vraiment utiliser tout. Et souvent, une feuille de papier fait l'affaire.
J'ai vu dans le kit de Michael, il a récupéré des vieux rétroviseurs de voitures Ah oui, c'est vrai. ou de vélos. Et c'est vrai que ça marche. Bon. Moi, Il rajoute ça. j'utilise en studio, j'utilise ce genre de truc, c'est des petits mini bras qui me permettent de fixer un tas de trucs dans mon setup. C'est mis à la main, c'est pas pratique parce que vu que je suis en shoot connecté, je veux être sûr que chaque prise de vue est pareille. Sinon, ça ne sert pas grand-chose de faire des réglages. Et successivement, j'arrive à faire ma lumière jusqu'à ce que ça me plaît. Génial. Merci de nous avoir expliqué ton setup. On Alors, revient peut-être sur l'écran. alors j'ai juste l'image de... Oui, voilà. Attendez. Donc là, je vous montre Michael avec son écran BenQ. Et c'est lui qui va afficher son écran. C'est fait. Alors, je reviens là-dessus. Donc là, je suis toujours dans Capture One. Et je ne sais pas combien de personnes parmi vous travaillent avec ce genre de logiciel. Peut-être pas forcément pour la prise de vue en shoot connecté, mais au moment de transformer mes RAW en images exploitables, on est forcément à passer à travers ce genre de logiciel. J'utilise en fait Capture One et aussi Lightroom. Lightroom, c'est plus pour moi pour des photos reportages où j'ai un paquet de photos à traiter, où je passe par des catalogues. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet. Et Capture One, j'utilise pour la plupart du temps vraiment pour le shoot en studio, pour le shoot connecté. Mon appareil, il est relié. Hervé, je ne sais pas. Tu peux montrer, non? Qu'est-ce que tu veux que je montre? Non, juste tu me montres. Là. Tu me fais une petite photo en plus. Voilà, donc je ne sais pas si on voit le petit câble qui tombe entre l'appareil et l'ordinateur et qui me permet donc de shooter directement sur mon appareil. Donc là, je fais clic et vous avez la nouvelle image qui arrive directement ici. Très pratique. Après, je peux directement utiliser cette charte aussi pour faire ma balance. Donc, je prends ma petite pipette de balance de blanc. Bon, c'est pas forcément précis. Il faut vraiment faire attention où on appuie là. Et ce que j'ai fait avec cette charte surtout, c'est d'utiliser le logiciel pour faire mon profil de caméra que je vais lancer. Il est en arrière-plan. En gros, je exporte une image ici sans aucune correction de couleur, que ça soit vraiment juste l'image de base sans aucun profil apporté. Donc ça, c'est à peu près la même chose pour Lightroom ou Capture One. Dans Capture One, il faut dire, attendez, je cherche dans Effets et on dit No Color Correction. Donc du coup, l'image apparaît vraiment très très fadouille. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est juste pour l'export. Ensuite, j'enregistre cette image en TIFF. Ça, c'est valable pour Capture One, pour créer un profil ICC. Dans Lightroom, je crois on peut l'exporter en DNG ou je crois même on peut le faire directement à l'intérieur du logiciel. Ça, j'utilise pas trop souvent dans Lightroom, donc je peux pas trop parler. Ensuite, je glisse en fait tout bêtement mon image dans le logiciel Color Checker Camera Calibration et lui va carrément automatiquement détecter cette petite charte-là et il zoome automatiquement dans ma charte. Il s'en fiche du reste. Et ensuite, j'appuie sur le bouton Créer un profil, ce que j'ai fait déjà tout à l'heure. Et je vais, de base, je suis sur un Nikon Z2 Pro standard. Et là, je vais aller dans mon profil créé tout à l'heure, qui s'appelle, attendez, qu'est-ce que j'ai? Autumn. Donc, c'est peut-être pas
ultra exact ce que j'ai fait tout à l'heure parce que peut-être l'exposition n'était pas parfaite, mais on voit très facilement la différence des différents profils. Donc là, regardez surtout les 3 tons de bleu ici. Et je vais revenir sur le profil standard de mon appareil. Attendez, hop. Quand je passe de mon profil custom au profil de l'appareil, vous voyez, il y a une sacrée différence entre les différents tons de couleurs. Bon, pour ce genre de nature morte, c'est peut-être pas super important d'avoir des couleurs parfaites, mais comme je vous dis plus tôt, pour les produits avec les étiquettes, avec les trucs qui doivent être imprimés, des vêtements, des shootings de mode, des sacs à main, je ne sais pas quoi, ça peut être vraiment super utile d'avoir une bonne référence de couleur et de se pouvoir relier là-dessus. Évidemment, si je calibre tout ça, ça ne sert à rien si je n'ai pas un écran digne de ce nom qui peut afficher les couleurs que je shoot. Donc ça, c'est notre prochain chapitre. Il faut juste que je trouve ma présentation. Une seconde. Hop. Donc juste pour vite expliquer un tout petit peu les problèmes de couleurs. Il y a des différents espaces de couleurs. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Donc l'écran, l'espace Adobe RGB, RVB, qui est utilisé par les écrans large gamut, qui permettent vraiment de montrer le spectre des couleurs captées par l'appareil photo. Ensuite, ici, vous voyez le Euroscale Coated V2, le cadran bleu là. Ça, c'est des couleurs à l'impression, 4 couleurs. Donc, vous voyez, il est très, très réduit par rapport à l'espace Adobe RVB. Et le sRVB, sRGB, qui est un peu plus large que l'espace pour impression, mais beaucoup moins que l'Adobe RVB. Donc, il y a des petites différences de couleurs, des différences spectres qui sont moins bien représentées. Et évidemment, je peux le voir uniquement si j'ai l'écran qu'il faut pour ça. Donc, la plupart des écrans bureautiques, ils ne sont pas du tout faits pour afficher des couleurs Adobe RVB. Pour ceux qui sont sur Mac, ils ont au moins l'espace colorimétrique P3. Tu vas me corriger si je raconte des bêtises. DCI P3. Oui, c'est ça. Et pour la plupart des gens, ça suffit peut-être. Si maintenant on travaille dans un univers professionnel et on a des imprimeurs derrière, évidemment, c'est bien d'avoir un contrôle sur son travail et surtout de savoir ce qu'on lit. Voilà, tu veux dire quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, pour le niveau de qualité que toi, tu cherches à atteindre, et la majorité des photographes professionnels, plus une grosse partie des amateurs, ont un avantage énorme à utiliser en fait un écran de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écran de qualité? Eh bien, typiquement un écran qui est capable de viser, vous voyez ce triangle vert que vous avez à l'écran, c'est-à-dire l'espace Adobe RVB 98, qu'on appelle aussi Adobe RVB pour simplifier. Vous avez 2 espaces qui s'en approchent, donc tu as parlé de DCI P3, et vous avez ECI RVB qui est très bien aussi. Donc, ce n'est pas tous les écrans qui sont capables de cette palette de couleurs. Seuls les écrans graphiques en sont capables. Donc, ce n'est pas un écran bureautique ou un écran de gaming. Les écrans pour les jeux vidéo, par exemple, vont favoriser le taux de rafraîchissement. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que vous allez gagner à World of Warcraft ou Quelques millisecondes en jeu en ligne. Et effectivement, moi, j'ai fait parfois le montage vidéo. Là, effectivement aussi, on utilise d'autres standards. Je suis moins spécialiste. Hervé, tu peux peut-être dire un mot. Mais c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes chartes qui sont utilisées. Il y a une spéciale pour la vidéo, il me semble. Je peux pas pour les expliquer. Oui. Oui, pour les chartes. Mais après, le système de colorimétrie, c'est la même chose. Hein. Et dans le logiciel DaVinci, par exemple, on peut directement faire la calibration à partir du logiciel de montage. Ça, c'est bien pratique.
Voilà. Donc, évidemment, si j'ai un écran et je veux savoir à peu près ce que je fais, la première chose, la première étape, même si c'est pas un écran large gamut comme ce que j'utilise, c'est au moins de faire une calibration d'écran, même si on n'a pas toutes les couleurs au final, parce qu'il manque peut-être la pointe verte. Voilà, webcam. Tac, tac, tac. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que je suis affiché ou pas? Il y a un petit souci là, ou pas? Je sais pas. Ah oui, attendez. Bon, il veut plus ma caméra là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Non, je sais pas, il veut pas. Bon. On a des petits soucis techniques aujourd'hui ici. Alors, tac, tac, tac. Alors là, on est en pleine contre-jour. Alors, là, je vous montre la petite Display Plus HL. Ça, c'est un des derniers sondes qui sont sortis, qui permet, dans ce sens, on les met sur l'écran. Vous voyez ici la partie qui va toucher l'écran. Il y a un petit contrepoids derrière qui fait que ça tient. Ah, je suis là à nouveau. Ah non, c'est mis. Ah non, c'est moi. Bon. Voilà. Et ensuite, le dernier ajout de la marque, c'est de passer aussi en USB-C pour tous les utilisateurs Mac. Et là, c'est le USB classique qu'on avait avant. Et tu me corriges si je raconte des bêtises, mais cette sonde-là, elle est adaptée du coup pour les écrans XDR des Mac. Alors, tu peux la présenter. Donc, je vais en dire deux mots. Il faut savoir qu'il y a trois modèles de sondes. Vous avez la display SL, qui est pour, on va dire, l'entrée de gamme, qui va vous permettre de calibrer des écrans de portable, des écrans bureautiques. La display Pro HL, il faut savoir que HL veut dire haute luminance. Donc, ces sondes vont permettre effectivement de calibrer les nouveaux écrans Apple de type XDR, mais il y a aussi toute une gamme de nouveaux écrans haute luminance qui sont sortis ou sur le point de sortir chez plein d'autres marques. On parle d'Apple, mais ça pourrait être Asus, Dell, ESO et BenQ, dont on va vous parler. Je vais même calibrer ma télé à la maison pour faire des présentations correctes, parce que souvent ils sont trop contrastes et les couleurs sont pas bonnes. Donc ça c'est très bien. Donc, et celle que tu nous montres, c'est la display plus HL. Donc ça, c'est le plus haut de gamme actuellement, qui permet de monter jusqu'à 10 000 nits. Mais déjà, la Pro HL permet pas mal de choses. Donc, plus HL, c'est celle qui permet le plus de choses. Pro HL, c'est le cœur de gamme, c'est celle pour la majorité des pros. Et la version SL, si vous êtes un petit peu limité en budget, vous permettra quand même de calibrer les écrans bureautiques, les laptops, et puis des écrans graphiques qui seraient un petit peu anciens, par exemple. Mais comme il faut savoir que votre sonde, elle va vous durer probablement plus longtemps qu'une génération d'écran, c'est pas malin de prendre quelque chose de trop court. C'est plus utile de prendre quelque chose pour votre futur. OK. Vas-y, tu peux peut-être montrer. Ouais, c'était bien ça. Alors, donc effectivement, je reprends les couleurs meilleures sur votre écran. Alors, plus juste, moins flatteuse. Très souvent, le problème avec des écrans un peu bureautiques, c'est super coloré, mais pas forcément très, comment dire, très juste point de vue vrai affichage. Ensuite, tu sais, avec la caméra, je sais pas ce qu'elle a. Elle ne veut pas aujourd'hui. Bon, on va laisser tomber ça. Ensuite, c'est aussi une amélioration de la durée de vie de mon matériel, parce que je constate très souvent que collègues ou aussi élèves, je donne des cours de photo, règlent leur écran beaucoup trop clair.
Donc, ils sont à maximum de la possibilité de l'écran parce que, disons, ils ne voient rien. Mais du coup, bah forcément, ça affiche pas la vraie vie. Euh, Ça peut pas afficher des couleurs correctement. Et du coup, je reçois des photos qui sont chez moi beaucoup trop sombres parce que eux, ils ont retouché les images beaucoup trop claires. Donc, première chose, qu'on calibre son écran. Il y a des différentes étapes. On choisit le bon balance de blanc, le point blanc, je veux dire. Euh, Moi, j'utilise un point blanc de 6500 Kelvin. Il y a des imprimeurs qui utilisent parfois 5500. Mais le 6500, ça permet d'avoir des bonnes couleurs à l'écran pour le web, pour le design, pour la photo. Donc, c'est assez polyvalente. Et ensuite, très important, quelle luminance je vais choisir. Alors, la luminance, elle est exprimée en candela. Euh, et moi, j'utilise des calibrages entre 80 et 120 candela, mais maximum. Et donc, parfois, quand je calibre l'écran d'un collègue, je vois qu'il est à 280 candela sur son écran. Et donc, non seulement on se bousille les yeux, et en plus, on voit pas bien ce qu'on fait. Euh, Sur les derniers écrans BenQ avec lesquels je travaille depuis quelques années, on peut calibrer plusieurs différents calibrages. C'est très pratique. Donc, j'ai trois possibilités. Il y a une petite manette. Je peux vous montrer ça. L'écran qui est ici sur mon plateau de prise de vue, il est un peu plus ancien, mais le principe pareil. Pardon. Je dois tourner un peu l'écran parce que le câble est pas assez long. Petite manette comme ça c'est un ancien écran. J'ai un autre, c'est une molette qu'on tourne, mais le principe c'est le même. Et là-dessus, il y a plusieurs touches. On peut directement piloter l'écran, euh, atteindre des différents réglages et aussi jusqu'à trois touches pour mémoriser les différentes calibrations. Très pratique. J'ai sur la touche 1, j'ai calibré mon écran à 80 candela. C'est le réglage que j'utilise pour imprimer sur mon imprimante. J'ai d'encre. C'était des tests, mais en fait, ça ressent vraiment au mieux de ce que je vois à l'écran et après sur le papier que j'utilise. Après, j'utilise 100 ou 120 candela pour la retouche photo classique. Et j'ai un troisième bouton où je mets parfois du sRGB pour tout simplement simuler comment ça va ressortir si mon client n'a pas un bon écran et je dois quand même voir un tout petit peu comment il va voir mes photos. Tu as peut-être quelque chose à ajouter à ce niveau? Oui, moi je voudrais que tu nous parles. Reviens peut-être en arrière sur certaines des images. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour que les personnes puissent sublimer leurs couleurs de l'automne et nous montrer un petit peu ce que tu as préparé pour Ouais. avoir cette nature morte? Alors, pour la nature morte, tac. Montre-nous peut-être. Voilà. Alors ici, c'est une mise en place assez simple, mais c'est un peu les couleurs qu'on trouve dans la nature. Et surtout les jaunes, des oranges, c'est tous des couleurs qui sont assez difficiles à reproduire sur un écran qui n'est pas très bien calibré et pas de bonne qualité. Très souvent, on n'a pas un bon rendu pour ce genre de choses et ça sature très vite et on a moins de nuances dans ces couleurs que sur un bon écran. Pour ressortir du couleur, ce que je disais déjà tout à l'heure, je travaille très souvent en contre-jour, fait un clair-obscur avec les objets qui fait non seulement ressortir le volume de mes produits, mais aussi les couleurs. Et surtout pour tout ce qui est feuillage, on voit carrément au travers et on voit les nervures des feuillages. Ça peut être très joli, même en très gros plan, c'est assez graphique. Et je suis assez fan de ce genre de lumière. Après, pour la nature morte en général, euh, de faire ressortir en fait l'aspect des fruits, des textures, c'est un tout petit peu ce qu'on recherche en studio avec la lumière. Et très souvent, on copie tout simplement la nature. On essaie de transposer de la nature au studio les mêmes lumières. Et donc, la boîte à lumière qui se trouve au-dessus, en gros, c'est le ciel de ma photo. Et le spot derrière, c'est le soleil.
Maintenant, je peux même jouer en rajoutant des gélatines de couleur. Ce que je fais très souvent, j'utilise des différents gélatines de couleur bleue que je rajoute au-dessus. En fait, ça simule le bleu de mon ciel bleu. Et il va se retrouver donc dans les ombres de ma photo. Donc, du coup, on obtient des ombres un peu bleutées. Euh, il y a évidemment maintenant des gens qui vont me dire, mais non, on peut faire tout ça dans Capture One, dans Lightroom et tout ça. Mais je suis assez partisan de faire les photos parfaites en studio à la prise de vue et éviter de passer trop de temps après devant mon écran en retouche, même si ça reste une étape essentielle pour développer les RAW. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour faire ressortir ces belles couleurs, tu as choisi aussi un fond qui vient en contraste, donc un fond super sombre. Des fois, tu utilises aussi des techniques comme l'eau, des gouttes d'eau, des effets brillants. Ah oui, Tu peux nous en parler un petit peu? absolument. Je vais vous montrer la différence. Alors, très souvent, en rajoutant juste un peu d'eau, ça fait la différence. Je vais vous montrer. Alors, la photo, sans rien, je vais juste sortir la charte parce que je ne veux pas qu'elle prenne l'humidité. C'est en carton, donc c'est assez fragile. Donc, je vais juste ajouter un peu partout copieusement de l'eau sur mes affaires. Et on va faire à nouveau une petite photo. Hop. Alors, je vais couper ma caméra. Après tout, j'espère on va me retrouver à la fin, mais attendez, j'ai un problème de souris. C'est bon, tu vois, gros plan là? Oui. Alors, on va juste voir avant-après. Évidemment, ça vit un peu. Déjà, sur le fond, je retrouve l'humidité. Là, j'étais peut-être un peu soft avec l'eau. Je peux faire évidemment beaucoup plus. Et là, on est à une distance un peu distant aussi, peut-être pas trop présent. Mais ça rajoute toujours, dans tous les cas, de la fraîcheur sur mes images. Donc, ce que j'utilise vraiment très souvent. J'utilise l'eau distillée, tout simplement pour une simple raison. Ça évite. Je remets la caméra, j'espère que ça fonctionne. Oui, c'est bon. J'utilise en fait ces petits trucs, parfois d'autres trucs de jardinage, hein, mais en fait, si on utilise le bon lot calcaire de notre région, ben, ça va pas se vivre très longtemps. Donc, l'eau distillée évite aussi que j'ai après des résidus sur mes objets. Si j'ai par exemple un objet, un flacon de parfum d'un client et je dois le rendre et après j'ai des traces de calcaire partout, c'est pas génial. Donc, l'eau distillée, ça marche très très bien. Mais c'est à vous, bien sûr, de faire vos expérimentations, d'essayer ce qui fonctionne chez vous pour le setup que vous avez créé et jouer sur les lumières, sur les effets de brillance comme vient de vous montrer Michael. Et bien entendu, avec l'écran, vous allez voir le résultat de votre fichier. Vous pouvez même simuler la sortie papier en utilisant dans Photoshop la fonction format d'épreuve personnalisé. Et comme ça, vous pouvez appeler le profil du papier sur lequel vous voulez simuler votre sortie. Parce qu'ici, certains des noirs que vous avez sur l'image sont peut-être des noirs très profonds. Et si vous avez un papier mat, ils peuvent très bien ne pas rendre aussi bien que sur un papier brillant, par exemple. Et donc, vous pourrez comme ça choisir donc, votre prise de vue, votre écran qui est le pivot en fait entre votre prise de vue et l'impression, et les résultats que vous pouvez simuler à l'écran, mais uniquement si votre écran est calibré, attention, hein, mais vous pourrez simuler à l'écran la sortie papier. Et il y a encore une chose très importante, j'ai parlé tout à l'heure des contrastes dans mon image. Je vais juste montrer qu'est-ce que ça donne si j'augmente maintenant d'un diaphragme la puissance de mon flash au-dessus. Je vais le faire direct, en direct. Attendez, je règle ça. Je pars sur le générateur pour régler.
il refait une photo. Et vous voyez la différence entre les deux images. Évidemment, c'était un peu grossier mon réglage, mais ça peut être très intéressant de jouer avec ça parce que le blanc que vous commencez à voir dans le noir, c'est en fait le reflet total de ma boîte aux lumière au-dessus. Donc, si on travaille sur, par exemple, là, j'ai un fond plastique un peu matifié, satiné, mais imaginons, c'est un night glace noir, mais qui parfaite, super miroir, ça peut être super intéressant de travailler avec ça. Ça peut être très, très joli de travailler un peu sur, avec les fruits, des feuillages, sur un fond vraiment très propre. J'avais malheureusement pas un fond super propre en studio. Ils avaient tous déjà des rayures. Donc, j'ai préféré de prendre un truc satiné. Et malheureusement, c'est là aussi où on se rajoute beaucoup de retouches si on veut éviter tous ces genres de trucs. Si par contre on a des grosses rayures, la petite vaporisation d'eau, ça peut être notre ami parce qu'on peut camoufler facilement des petites imperfections parce que du coup, c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Très bien, merci Michael. Alors, je peux continuer dans ma petite présentation parce que j'ai encore quelques slides à vous montrer. Bien sûr. Alors, attendez. Hop. Alors, ma présentation, où est-ce qu'elle se trouve? Ah, ici. Alors, donc on était là et là. Donc ensuite, pour réussir donc une bonne calibrage, alors moi je travaille dans mon studio, il fait assez sombre, il y a très peu de lumière naturelle. À la maison, j'ai un poste de travail qui n'est pas idéal parce que quand il y a du soleil l'après-midi, je vois pas grand-chose, je suis obligé de fermer les volets. Mais j'ai fait mes calibrations en fait quand il n'y a pas trop de lumière et je travaille quand il n'y a pas trop de lumière. Donc il faut éviter d'avoir des méga reflets, une mur jaune qui se trouve devant ou derrière moi. Donc un univers assez uniforme et neutre et bien. Moi perso, j'utilise aussi des fonds d'écran, pas forcément avec des photos de vacances dessus, mais je mets un gris neutre déjà pour pas être attiré par une couleur qui parasite en fait ma vue. Un plage avec la mer bleue, le ciel bleu, ça peut vraiment, vraiment beaucoup jouer sur votre aperçu des couleurs à l'écran. Ensuite, j'essaie aussi d'éviter trop de bazar sur mon bureau sur lequel je travaille parce que aussi ça peut attirer tout simplement les regards et ça peut vraiment jouer des tours. Et ensuite, on lance le logiciel de calibration. Donc, je ne veux jamais retenir le nom. Non, comment ça s'appelle? Non, Profiler. Profiler maintenant, oui. Et en fonction de ça, donc, soit Profiler pour ceux qui n'ont pas d'écran large gamut. Et pour les écrans que j'utilise, donc c'est des écrans qui font une calibration hardware. Donc ça veut dire que le profil n'est pas stocké dans mon ordinateur, il reste dans l'écran même. Donc ça veut dire que je calibre mon écran, il y a un client qui loue mon studio par exemple pour un shooting, il branche son ordinateur portable sur mon écran et c'est même pour lui bien réglé parce qu'il n'a rien à faire sur son ordinateur. Et ça, c'est assez pratique, je veux dire, et assez précis. Alors, je calibre pas tous les jours mes écrans, hein. Parfois, j'oublie carrément 2-3 semaines de le faire. Mais s'il y a vraiment un truc important, un shooting devant moi, une grande série de retouches, j'ai soigné bien de récalibrer mes écrans pour tout simplement être sûr que tout est bon. Il y a des écrans qui commencent à être un peu vieillissants. Ça change plus souvent en fait la calibration si sur des écrans tout neufs, tout beaux et récents. Et aussi, si on commence à calibrer son écran, il faut attendre qu'il soit un peu chauffé. Il ne faut pas allumer l'écran et tout de suite lancer la calibration. C'est sûr que ça ne va pas fonctionner comme il faut. Voilà. Donc, je pense on peut peut-être faire un petit sondage pour savoir comment les personnes qui nous suivent, eux, ont décidé de faire leur calibrage écran. Petit sondage. Donc, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options
vous calibrez votre écran? Ben, jamais, parce que le fabricant l'a fait pour vous. Ça, c'est ce que vous pensez peut-être. Vous le faites 2 fois par an, peut-être qu'en septembre et en janvier. Vous le faites 1 fois par mois, c'est ce que recommande en fait Michael. Vous le faites dès que vous démarrez un nouveau projet, ou vous le faites quand vous préparez un fichier avant l'impression. Voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre. On est à peu près à 55% de votants. On attend encore un tout petit peu. Et on va partager les résultats. Tu vois les résultats, Michael? Oui, absolument. Ben, je te laisse commenter. Alors, résultat du sondage, jamais 9%, 2 fois par an, et en septembre et en janvier, 23%, 1 fois par mois, 59%, dès que je démarre un nouveau projet, 14%, et quand je prépare un fichier pour imprimer, 14%. Oui, le premier, ouais, le fabricant le fait pour moi. Oui, beaucoup de gens croient ça, et c'est un des trucs avec lesquels je me bats le plus, c'est très souvent des retours des clients pas super pro qui me disent que mes photos sont tous trop bleues. Eh ben, parce qu'ils ont un écran PC bureautique qui n'est pas du tout, mais pas du tout calibré. Et un jour, j'ai fait venir donc une cliente au studio. Elle a vu son produit. Elle était ravie de la photo sur mon écran. Et quand je lui ai appris que c'était exactement ce même fichier qu'elle a reçu, j'ai proposé de calibrer gentiment son écran. Et quand j'ai découvert son écran, j'ai laissé tomber parce que c'était un vieux PC, donc c'était même pas la peine. Voilà. Mais même sur les écrans très haut de gamme, ne croyez pas que le calibrage en usine remplace le calibrage dans vos locaux. Parce que le calibrage en usine, il est très utile. Il permet de vérifier avant que l'écran soit expédié, donc avion, bateau, et ça met plusieurs semaines à arriver en Europe 1. Ça permet de vérifier qu'il est dans les bonnes normes de qualité en sortie d'usine. Pour autant, quelle que soit la marque, et j'insiste, hein, ça pourrait être un écran à 5 000 € de chez ESO ou les BenQ dont on va vous parler dans quelques instants, eh bien, il faut le calibrer à nouveau quand il est chez vous pour prendre en compte vos conditions de lumière et d'éclairage de votre environnement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que cet écran, comme il a fait la moitié du monde, hein, en termes de trajet, eh bien, il a bougé à cause des changements de température, d'humidité, d'éventuels chocs, même s'ils sont bien emballés, vous n'êtes pas à l'abri qu'il ait été secoué. Et tout ça peut changer en fait les paramètres couleur de votre écran. D'où l'importance de le calibrer au moins une première fois quand vous le recevez et que vous l'installez dans vos locaux. Et ensuite, 1 fois par mois, c'est une bonne démarche. On peut le calibrer plus souvent. Et comme le disait Mickaël, ça me paraît vraiment une bonne idée avant de lancer une grande série de retouches, un nouveau projet. Et puis, dans certains cas, si vous devez préparer des fichiers pour une expo photo, par exemple. Voilà. On peut peut-être montrer la planche suivante. Absolument. Donc, voilà les sondes. La Pro HL, donc c'est le cœur de métier. Elle est autour de, je crois, 229 €. Vas-y. La Plus HL, ça c'est le top. Celle que j'ai ici. C'est celle qu'on a ici, vas-y. Et qui permet notamment d'aller jusqu'à 10 000 nits en termes de luminance écran, ce qui va être très utile si vous faites de la photo et de la vidéo, des effets spéciaux en vidéo, des choses autour de la science-fiction, par exemple. Et en fait, là, j'ai pris des images du site Calibrite. Et Ouais. en fait, là, ils offrent même un petit disque dur avec. Je remarquais ça. Ah oui, il y a une offre spéciale. Je n'ai pas eu ça. Hein. C'est intéressant. C'est ça. Hein. Intéressant. Ah oui, c'est un disque dur. Ouais, Voilà. je sais pas. Et là? Et alors, par contre,
le disque dur, il n'est pas offert sur la SL, hein, c'est que sur les c'est HL. le haut de gamme, oui. La SL, c'est l'entrée de gamme qui va correspondre à monsieur tout le monde. Si vous n'avez pas un écran très haut de gamme, vous avez un bon écran ou un écran graphique qui a 5-6 ans, ça suffira bien. De toute façon, tout restera mieux que rien faire. Donc, même si la sonde n'est pas le top du top, déjà la démarche de s'intéresser au affichage, c'est déjà un bon point. Continue. Alors, donc là, je remontre donc tout simplement la carte Kalashnikov. Donc, elle s'appelle passeport parce qu'elle s'ouvre comme un passeport en fait. Et j'ai pris l'habitude de l'avoir toujours avec moi. Parfois, on a des situations assez compliquées à shooter. Et même pour les prises de vue extérieures, paysages, j'ai fait pas mal de photos d'intérieur aussi. Et très souvent, on est confronté à des problèmes de couleurs, plafond jaune, canapé rouge, je sais pas, vraiment des choses assez compliquées à gérer. Et le simple fait de rajouter ces petites chartes dans ma photo, ça me permet d'analyser un petit peu ce que j'ai shooté à la fin. Très bien. Donc, tu veux montrer quelque chose? Oui, parce qu'il y a pas mal de questions régulièrement, pas spécialement dans ce webinaire, sur la continuité des logiciels avec Calibrite et pour les personnes qui ont des sondes X-Rite qui sont plus anciennes. Donc, si vous avez une sonde Calibrite précédente, ça c'est la génération précédente par exemple. Je peux remontrer peut-être la boîte de la petite. Ah non, moi je l'ai là. Ouais, bon, peu importe. Ben, montre celle-là. Donc, que vous ayez les tout nouveaux modèles, elles sont livrées avec le logiciel Calibrite Profiler. La gamme qui était livrée jusque, on va dire, il y a 1 an, qui s'appelait déjà Calibrite, c'était un autre logiciel. Vous avez une mise à jour gratuite vers Calibrite Profiler. Si vous aviez une boîte comme ceci, donc là, on est sur la marque précédente qui s'appelle X-Rite, mais vous voyez bien que la sonde se ressemble assez furieusement avec les autres. Ce n'est pas le même capteur dedans, ce n'est pas le même capteur. Mais ces sondes sont compatibles avec le logiciel Calibrite Profiler. Pour ça, il faut payer une mise à jour de 9,90 € ou 99, je ne sais plus. Enfin, c'est moins de 10 € la mise à jour. Donc, comme utilisateur depuis des années, j'avais, je crois, tous les gammes de X-Rite jusqu'aujourd'hui, donc Calibrite maintenant. C'est tout simplement Calibrite qui a repris en fait l'affaire de X-Rite. Le dernier logiciel, j'ai juge vraiment très très ludique à utiliser. C'était pas le cas avant. Avant, il fallait vraiment savoir ce qu'on fait. C'était pas toujours évident. Et là, on est vraiment guidé step by step à travers le processus de calibrage. Donc là, vraiment, ils ont bien travaillé. On peut le dire. Hein. Là, je suis allé chercher dans les étagères de Michael. Hein. Il a oui, j'ai le musée de Calibrite et X-Rite. Malheureusement, il y a une sonde qui marchait plus d'un jour à l'autre. Bon, ça arrive, hein. Mais en même temps, tu vas peut-être pouvoir dire quelque chose là-dessus. La durée de vie, ce genre de choses, c'est quoi? C'est limité ou il y a une durée de... La garantie de 2 ans. Oui, non, mais parce que la mienne, elle avait 10 ans, donc elle avait 10 ans, elle était bien utilisée. Et très souvent, je me remballais même dans mon sac photo avec parce que non seulement j'arrivais chez les clients dans les studios location où l'écran n'était pas bien calibré, donc première chose, ça, hop, je ne savais pas ce qu'ils avaient fait eux, donc je préférais de m'assurer de calibrer moi-même mon écran sur lequel je vais travailler. Alors, on ne va pas s'étendre sur le nouveau logiciel Calibrite Profiler. On l'avait fait il y a quelques mois, je pense, avec Arnaud Frisch ou avec Antonio Gaudencio. Et il y a par contre un test complet du nouveau logiciel sur le site de Arnaud Frisch, si vous voulez aller visiter ça, avec les captures écran et tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que ce nouveau logiciel, de l'avis de beaucoup de personnes, hein, c'est pas parce que moi je le dis, on s'en fout d'ailleurs, il est beaucoup plus pratique, il est plus intuitif, et vous avez les étapes qui s'affichent en haut de l'écran, et ça vous permet de savoir où vous en êtes, tous vos paramètres, et de suivre pas à pas le processus en fait de calibrage. Il y a une explication en plus, il y a une explication pourquoi j'ai fait quoi. Donc ça c'est bien parce que on est guidé et c'est expliqué en même temps. Et surtout pour la première fois après, il y a la possibilité aussi de faire son propre set
setup, je peux avoir mes pré-réglages qui ne vont pas changer parce que je fais toujours la même chose. Je n'ai pas besoin de remettre à chaque fois, cocher les mêmes cases à chaque fois. Je dis juste, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Les paramètres. Et par contre, on va y venir avec les écrans, le propre logiciel de BenQ pour les écrans. Ça, on va y venir après. Donc, je voulais juste qu'on finisse sur Calibrite. Donc, vous l'avez vu sur les sondes display Pro, HL et plus HL, il y a une offre spéciale avec un disque dur offert. Donc, il y a des conditions spéciales. Il faudra que vous alliez sur le site, vous aurez les détails. Et bien entendu, ces mêmes sondes, qu'elles soient de marque X-Rite ou Calibrite, permettent aussi d'exploiter effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire le logiciel qui est fourni par le fabricant de l'écran. Quand ce sont des écrans haut de gamme, eh bien, vous avez un logiciel de calibrage hardware. Ils sont d'ailleurs reconnus par toutes sortes de logiciels de calibration, pas seulement celle-ci. Hein, donc, oui, chaque marque d'écran pro a son propre logiciel. Et là, ce soir, on va parler de l'offre BenQ dans quelques instants. On termine peut-être ce que tu avais à montrer sur les chartes. Donc là, je reviens là-dessus. Donc ça, c'est la Kalashaka Passport. Donc avant, j'avais une ancienne charte. Il n'y avait pas la partie, le gris neutre à 18% dessus. Il y avait juste celle pour la balance de blanc et les patchs. Et donc celle-là, elle est assez complète. À mon avis, c'est vraiment très utile, même pour faire une mesure spot sur ces petites chartes pour avoir la bonne exposition, ça peut être vraiment très très utile. Et surtout, on peut, comme ici, montrer la poser aussi comme ça. On n'a pas besoin des petites pinces comme j'utilise pour la faire tenir. Le seul truc, si on fait des photos macro, elle peut être tout simplement un peu grande. Donc là, c'est la mini. Donc celle que j'utilise aussi. Et après, j'ai pas d'image pour ça, mais c'était la petite nano, la tout petite là. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez onéreuses. Hein. Je ne connais pas les prix exactement, mais c'est découpé à la main. Tu vas peut-être pouvoir raconter quelque chose de plus précis là-dessus. Hervé, c'est pas tout simplement des trucs imprimés, c'est teinté dans la masse. Non. Chaque patch de couleur, on va prendre celle-ci, est imprimé séparément. Donc, comme ça. Voilà. Chaque patch de couleur est imprimé séparément. Et ensuite, ils sont montés dans le cadre qu'on voit ici. Et donc, chaque couleur est vérifiée spécifiquement, une par une, avec un spectro, avant d'être montée. Et ensuite, il y a une homogénéité d'une charte à une autre, puisqu'on vous a montré la toute petite, la mini, la Color Checker Passport. Et puis, si tu as 2 secondes, je vais chercher l'autre. Après, il y a des monstres, il y a des trucs pour être vu du ciel. Oui, mais pour du portrait ou de la photo de groupe, ou par exemple une photo pour un groupe de personnes de la même famille dans un mariage, eh ben, on a la version classique, qui est assez peu coûteuse d'ailleurs, qu'on voit ici. Là, elle est dans un appareil qui permet de la protéger. Mais la Color Checker classique, elle permet de la photo de portrait, des petits groupes. Tout ce qui est photo de sport, si vous avez une équipe sportive, ben vous allez la positionner dedans. Bien sûr, vous avez tous compris. La première prise de vue, il y a la charte. Ensuite, vous enlevez la charte et vous faites toute votre série. Absolument. Donc, même si je fais pas, je répète, même si je fais pas systématiquement tout le processus avec une calibration des caméras, ça peut être vraiment le sauveur de vie au moment qu'on a un problème de colorimétrie, où on sent qu'il y a des tons de couleurs qui sont pas bons. J'ai eu ces problèmes avec des sacs à main une fois. Les couleurs à l'œil ou à l'écran et à la sortie étaient complètement différents. Et là, du coup, je m'assure aussi moi-même, avec un écran calibré, avec les chartes que je mets dedans, que je peux tout simplement et fièrement dire à mon client, bah, écoutez, j'ai fait un maximum, je ne peux pas faire plus. Et entre un photographe, imprimeur, on parle à peu près la même langue, mais même avec les agences de pub, stressant, ils travaillent sur des écrans pas du tout calibrés et c'est une casse-tête à chaque fois. Donc, je propose toujours gratuitement de venir et calibrer contre un café
mais très souvent, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Donc voilà. On a prévu un certain nombre de petites activités autour du calibrage écran. Je pense qu'on aura un autre webinaire dédié à ce sujet, peut-être d'ici janvier. Et sinon, il y a des actions. Renseignez-vous auprès de vos partenaires revendeurs. Si c'est un point important, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour vous. Ben, on peut peut-être passer, voilà. Donc, on vous a dit qu'on allait vous présenter la gamme des écrans BenQ. Alors, pourquoi? D'abord, parce que BenQ est sponsor de ce webinaire. Donc, c'est normal, tout seigneur, tout honneur, qu'on vous présente la gamme qu'ils ont mis en place. Et puis, c'est très intéressant. C'est une gamme d'écrans qui a démarré il y a presque 10 ans en France et qui a gagné énormément au niveau technologique en satisfaction auprès des utilisateurs photographes. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est largement le numéro 2 du secteur, avec une offre qui est très intéressante puisque ce sont des écrans professionnels à des budgets abordables. 4 écrans, très rapidement. Hein. Le 24 pouces, le 27 pouces 2K, ensuite le 27 pouces 4K, donc important si vous faites de la photo et de la vidéo par exemple, et puis le 32 pouces, 31,5 pouces, hein, il y a un 32 pouces 4K UHD HDR10 et qui avait gagné le TIPA World Award du meilleur écran professionnel en 2020. Un petit tableau après. Comme ça, si vous voulez, vous faites une capture écran, ça vous donne une petite idée de la taille. Alors en pouces, mais des fois en France, ça gave un peu tout le monde. Donc je vous ai mis l'équivalent avec des feuilles A4, pour ceux qui comprennent, le format A4, et puis les dimensions en millimètres approximatives pour que vous ayez une petite idée de la surface d'affichage. À savoir que le 24 pouces, si vous regardez dans les dernières lignes, c'est 479 € TTC pour un écran professionnel avec sa casquette, le calibrage hardware, il couvre Adobe RVB 98 et il est complet, quoi. Mais c'est un 24 pouces. Donc en termes de taille, il fait à peu près 1 à 3 plus, c'est-à-dire 2 feuilles A4 présentées à l'écran, côte à côte, plus toute la zone autour. Et typiquement, si vous associez un écran 24 pouces avec un ordinateur portable, vous allez garder vos outils sur votre ordinateur portable ou peut-être vous avez un vieil écran bureautique, gardez-le et vous branchez cet écran graphique en deuxième écran. Vous mettez bien la visière, vous le calibrez proprement et vous êtes parti pour faire un très bon travail professionnel sur l'image. Alors oui, c'est un 24 pouces. La mode actuellement, c'est les 27 pouces. C'est pour ça qu'il y a deux modèles. 27 pouces 2K, plutôt pour la photo. On reste en dessous de 1000 € TTC. 999 € TTC, c'est le tout nouveau modèle BenQ. Vous êtes très peu l'avoir vu encore, puisqu'il commence à être livré depuis une semaine. Cet écran, il a une nouvelle finition. Elle n'est pas juste mat, elle est super mat. Non, mais il faut le voir. Quand je les ai côte à côte, j'ai plus du tout d'effet de reflet. Bon, les 4 écrans sont garantis 3 ans, ils ont tous le calibrage hardware, ils ont tous la visière. Attention, le 24 pouces, le SW240 que vous avez là, vous pouvez le trouver sur Amazon, 3 € moins cher, et vous n'aurez pas de visière. C'est un petit peu chiant. Donc, le partenaire pour l'événement que nous faisons ce soir, c'est Graphic Réseau, et avec eux, vous aurez la visière. Parce que c'est le gros souci sur Internet, il faut quand même aussi être sûr d'avoir un fournisseur fiable et sérieux. Surtout, ça peut arriver sur tout bon écran qu'on a un problème de dial, ça peut arriver, hein, des pixels morts, des trucs comme ça. Ça m'est arrivé, j'ai déballé les trucs, j'ai branché, j'ai vu tout de suite 3 petits pixels qui étaient morts. Hop, rétois, et le truc était réglé en 2 jours. Donc, oui, mais si le fournisseur il est dans un pays, tu sais pas trop où, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y en a un petit peu pour toutes les bourses. Alors oui, un écran bureautique de base, on peut en trouver à moins de 200 €. Alors, par contre, vous n'aurez pas de casquette, pas de calibrage hardware, pas de finition mat. Il va être très, très brillant, vous allez voir.
Et qu'est-ce qu'on aurait encore Alors, je passe Adobe RGB. alors, il y a quelque chose à part de la dalle, des couleurs. Moi, je travaille depuis, je ne sais plus, depuis quelle année. Bon, ça fait plusieurs années que je travaille avec. J'ai 3 écrans 27 pouces. Tous 2K qui me va très très bien pour la photo. J'ai eu par BenQ une fois, merci BenQ, un 32 pouces qui me convenait pas trop pour mon workflow à moi, mais j'ai 2 écrans 27 pouces côte à côte pour mon lieu de travail, de retouche. C'est très confort de travailler comme ça. Surtout si on a beaucoup de choses ouvertes, Bridge sur une côté, Photoshop sur l'autre, Lightroom avec 30 palettes, ça peut être vraiment super agréable. Et sur mon poste de prise de vue, j'ai donc un écran BenQ aussi, 27 pouces de K. Et mon MacBook Pro, je le glisse en dessous, je l'ouvre même pas. Et par le câble USB-C de l'écran, j'alimente en direct mon ordinateur. Donc ça, c'est super pratique. Je n'ai même pas besoin de brancher sur le secteur. Il est alimenté. Alors, on me dit que j'ai dit une bêtise, que les SW 240, apparemment, il n'y a plus la casquette. Bon. Dommage. Et les prix, bien sûr, que je vous ai mis, c'est, vous voyez bien, il y a une offre spéciale avant le 29 octobre. Hein. Je vais vous envoyer les codes spéciaux par email ce soir pour accéder à ces offres. Pour autant, 24 pouces et les deux 27 pouces, point important que précisait Michael, ils ont des bords fins. Ce qui fait que quand vous avez 2 écrans côte à côte, eh bien, vous avez juste une petite ligne noire et vous n'avez pas une grosse bordure si vous travaillez sur plusieurs écrans. L'univers de travail, pour ceux qui ne travaillent pas forcément dans un univers très, très éclairé, c'est peut-être même pas vraiment super nécessaire la casquette. Mon lieu de travail de retouche, il est assez dans le noir, donc je ne vois pas de soleil. Donc, pour éviter d'avoir ce problème de casquette qui gêne la vue, je l'ai carrément enlevé. Ou je me bricolais même déjà des choses comme ça. J'ai mis la casquette sur les 2 écrans et j'ai ôté les 2 casquettes au milieu. Pour éviter d'avoir les 2 côtés là au milieu qui gênent, quoi. Donc un peu coup de gaffaire et ça atténue. Hein. Et pour ceux qui sont bricoleurs, il y a d'autres moyens. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à moi, ce qui m'intéresse surtout, je peux facilement déclipser tout l'écran. Non seulement je peux le pivoter à la verticale, ça c'est bien utile pour des produits par exemple à la verticale. J'ai fait ça très souvent. J'ai par exemple une série de bouteilles de vin à retoucher. J'ai mis un écran à la verticale pour voir mon produit en plein pot et sur l'écran à gauche, je laisse mes palettes. Seul le SW272U pivote avec un système automatique. Tu peux bouger, je crois, le 272Q, mais visiblement, il ne permet pas de travailler en mode portrait. Ah, d'accord, ok. Donc, bon, les miens, ils le font tous, mais bon, oui. À voir. Et on peut le facilement démonter. C'est assez solide, c'est vraiment très solide même. Et j'ai une sacoche que je me trouvais sur Internet où je glisse tout dedans et très souvent, je me balade avec tout ça en déplacement, shooting extérieur. C'est vrai. En plus de ça, au dos, en fait, l'écran, il est fixé sur son pied avec ce qui s'appelle un kit VESA 100. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, le fixer sur un mur, sur un bras articulé. C'est une norme internationale qui s'appelle kit VESA 100. Donc, ces écrans sont à cette norme. Donc, c'est des fixations qui sont non propriétaires si jamais vous voulez utiliser autre chose que le pied qui est fourni en standard. Qui est un nouveau pied d'ailleurs qui est mieux parce qu'il ne glisse pas, il est tout plat. Enfin bon, il y a plein de petites choses sympas. Les SW272, donc tous les deux ont une finition mat d'une nouvelle génération. Et le logiciel Palette Matter Ultimate, qui est amélioré au niveau du calibrage hardware et qui va plus loin quand on veut aligner plusieurs écrans. Alors, l'idéal, c'est qu'ils soient de la même technologie, hein, mais je pourrais avoir 2 ou 3 272Q ou SW272U côte à côte et le logiciel va m'aider à ce que les couleurs soient quasi identiques de l'un à l'autre. Oui, ça va plus loin que ce qui existait jusqu'à maintenant. Hein. C'est une nouvelle chose, un nouveau dispositif. Oui, parce que en fait, je ne connaissais même pas. C'est tout nouveau. Des choses. Parce que mes 2 écrans côte à côte qui ne sont pas de même âge,
je vois des légères Bien, c'est différences, mais en fait, mon écran à gauche pour les palettes et des trucs comme ça, les mails, et je sais pas quoi, c'est le plus ancien et le plus récent. Bah, c'est mon écran principal. Tout à fait. Alors, avec le code qu'on va vous envoyer, le 24 pouces, 479 € TTC, sans casquette. Désolé, jusqu'il y a quelques mois, on livrait avec la casquette. Le 272Q, qui est un 2K, il est en dessous de 1000 €. C'est un super écran, nouvelle génération. Si vous avez besoin de faire du traitement photo et vidéo, moi je vous conseille de vous orienter sur le 272U, qui est donc un 4K un standard. Il est à 1245 TTC avec l'offre spéciale, ou le 32 pouces à 1899. Plus vous faites de la vidéo, plus vous allez vous rendre compte que entre le timecode, la musique, les différents nodes, la fonction replay, etc., il faut beaucoup de surface d'affichage. Un 27 pouces, tout seul, souvent, c'est un peu court pour faire de la vidéo. Un 32 pouces, c'est bien, ou deux 27 pouces, ou plus, hein, parce que moi, j'en utilise 3, assez souvent en post-production vidéo. Absolument. Donc ça, c'est vous qui ferez vos choix. Et c'est important. Tous ont un écran mat, tous ont le calibrage hardware, mais les deux SW272 utilisent le nouveau logiciel de calibrage hardware et une dalle super mat. Si vous avez l'occasion de le voir, demandez à pouvoir tester peut-être votre vendeur s'il a un nouveau modèle BenQ, amenez un fichier à vous et vous pourrez voir ce que ça donne. Parce que quand on veut simuler la sortie sur un papier mat, une dalle super mat, ça donne une très bonne idée du rendu. Voilà. Tu avais parlé de ça tout à l'heure dans Photoshop pour simuler, faire des softproof pour montrer des écrans, des couleurs à l'impression. Évidemment, on peut faire aussi des softproof pour d'autres espaces d'impression. Par exemple, vous avez votre labo où vous faites vos tirages, pareil. On peut simuler donc des couleurs qui vont être affichées. Tout à fait. Donc, ça, c'était l'offre un peu spéciale, valable jusqu'au 29 octobre sur les écrans BenQ. Sur les produits Calibrite, y compris l'offre avec le disque dur, vous avez 5% de remise supplémentaire. Je vais vous envoyer le code spécial par email probablement demain. Vous aurez ça avec tous les détails et le lien vers Graphic Réseau. Donc, il y a des offres sur les écrans, des offres sur Calibrite. Ça, c'était la page de pub. On va arrêter avec la page de pub et on passe à la session questions-réponses. Dernière petite photo des choses qui bougent, qui splatchent. C'est mon truc. Donc, dans les questions, pas mal de personnes demandent quel type d'optique tu utilises et comment tu organises ça pour tes shoots comme ça, très rapprochés d'objets et tes natures mortes. Alors, ça c'est assez simple. J'ai pas 3 millions d'objectifs dans mon studio. J'utilise pour tout ce qui est tabletop, des petites natures mortes comme celle-ci là. Principalement mon 85 macro tilt shift. Bon, c'est un objectif assez spécifique. Il n'y a pas d'autofocus, c'est manuel, tout est manuel. Et ça permet en fait de jouer sur la perspective, sur la mise au point et tout ça, sur la netteté. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Après, c'est principalement mon objectif de choix. Après, quand je travaille avec ma chambre, j'ai d'autres objectifs qui sont donc faits pour soit des dos numériques moyen format. Là, c'est des Rodenstock, Sirona et autres choses qui sont assez peu connues aujourd'hui parce qu'il y a très peu de photographes qui travaillent encore avec ce type d'appareil photo. Mais ça permet vraiment une contrôle parfaite de la prise de vue. Ça serait un autre webinaire. Voilà. Comment donnes-tu des couleurs chaudes avec des flashs qui sont à 6200 Kelvin et qui sont donc un petit peu froids? Alors, froid et chaud, tout est relatif. Non seulement je peux
et heureusement aujourd'hui avec les logiciels de shoot, tout influencer directement à la prise de vue. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère de travailler en mode connecté sur un écran calibré parce que je vois directement ce que je suis en train de fabriquer. Donc, je n'ai pas besoin de tordre mes fichiers après dans Photoshop. Je peux directement à la prise de vue déjà faire un travail parfait ou quasi parfait. Et la première chose que j'ai fait une balance de blanc. Et à partir de cette balance de blanc, je transforme la couleur. Ça s'appelle un peu différemment en fonction de logiciel que vous utilisez. Dans Lightroom, je pense, c'est l'outil grading, ça s'appelle comme ça, je pense. Mais avant bidouiller mes couleurs, je fais en sorte que j'ai une balance de blanc parfaite. C'est pas toujours évident d'avoir une balance de blanc parfaite dans la nature, par exemple, mais on peut très souvent trouver un point repère assez neutre, et sinon la petite charte de couleurs qui est très utile. Notamment donc les petites patchs qui permettent de bouger en fait la tonalité de ma photo, un peu plus chaud, un peu plus froid. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait donc à la prise de vue. Si c'est pour donner un peu de bleuté dans mon image, un peu de fraîcheur, notamment pour tout ce qui produit un peu des glaces, des boissons frais, je rajoute juste un petit filtre bleu dans ma boîte à lumière au-dessus. Et si je veux que ce soit un peu plus chaud, ben, je rajoute peut-être un peu plus de filtre orangé dans mon spot principal. Et avec tout ça, je donne des dominantes comment dire, de couleurs dont un ou l'autre éclairage. Mais principalement, après, c'est vraiment la post-pro. Question pour toi, Mickaël. Est-ce qu'un 27 pouces 4K, ce serait une bonne idée avec un MacBook Pro 16 pouces et Capture One? Absolument. C'est un problème de budget pour beaucoup. Moi, personnellement, j'avais à l'époque, quand je l'ai acheté, plus vu l'utilité d'avoir 2 écrans calibrés. Donc, pour une histoire de budget, je m'orientais vers 2 écrans 27 en 2K. Mais aujourd'hui, si je dois racheter un écran, j'achèterai certainement le 4K parce que j'ai commencé aussi à faire un peu la vidéo. Oui. Et donc là, du coup, je vois les limites avec mon 2K. Vous devez arbitrer en fonction de votre budget, 24, 27 ou 32 pouces. Et puis, est-ce que pour quelques centaines d'euros de plus, ce ne serait pas une bonne idée d'aller vers du 4K? Si vous faites même 3 projets vidéo par an, ça peut vraiment être intéressant d'aller sur du 4K, hein, je pense. Mais bon, la question ici de Michel, c'était est-ce que les textes pour les palettes, les menus, etc., ne sont pas trop petits avec un 27 pouces? Alors, ça, à l'époque, c'était mon problème. J'avais un Mac mini que j'utilise pour un des postes de travail toujours, mais c'était le Mac mini de 2018 et c'était un vieux logiciel système dessus. Pour des raisons de logiciels compatibles, j'étais, je crois, sur Mojave à l'époque et il n'y avait pas encore la fonction, je crois, je raconte peut-être des bêtises, mais on ne pouvait pas jouer sur la taille des caractères. Dans les derniers logiciels système Mac, en tout cas, on peut modifier ça et on peut agrandir toutes ces histoires-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on trouve ça dans les réglages système. Donc, je pense que ce n'est plus un problème aujourd'hui. Mais le mieux, ça serait effectivement de le tester et de voir un tout petit peu comment ça se passe. Mais l'univers, l'ergonomie, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment top, surtout maintenant avec les nouveaux écrans qui donc on peut brancher donc l'écran direct en USB-C, que l'ordinateur il est alimenté. Et si je n'ai pas besoin de mon MacBook, je le ferme, je le mets de côté et je regarde uniquement mon image sur mon écran principal. Alors, il y a une question, peut-être que ça va intéresser pas mal de gens. J'aimerais que tu reviennes, tu sais, sur les 3 espaces colorimétriques, sRGB, Adobe RGB, celui-ci. Donc, Pierre nous demande, c'est quoi la différence entre un Gamut Rec 709, donc Rec 709, c'est pour la vidéo, hein, c'est un réglage vidéo normalement, et Adobe 99%. Bon, je pense qu'il veut dire Adobe RGB 98. Alors, le Rec 709, je ne l'ai pas ici, hein, mais on ne l'a pas ici, mais sensiblement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. sRGB que vous voyez qui est rouge ici, c'est le type de gamme de couleurs
hein, donc la palette de couleurs que vous pouvez avoir sur un ordinateur portable ou un écran bureautique de base. La différence entre ça et l'Adobe RVB, c'est à peu près 30% de couleurs en plus qu'on peut produire. Est-ce que c'est les couleurs courantes? Non, pas forcément. Ça va être les teintes saturées. Vous voyez que ça va très loin dans les verts. Donc si vous faites de la photo de paysage, de la photo sportive, bah oui, dans un stade, il y a du vert des fois. Et des tas d'autres domaines. Et ça peut être le cas aussi dans le food, où les verts et les rouges sont très sensibles. Et ça va faire que le produit que vous prenez en photo, bah, on a envie de l'acheter ou pas, et de le manger, par exemple. Si c'est des épinards, il faut que le vert il soit appétissant. En fait, après, c'est une balance des couleurs entre eux. Bien sûr. Plus je suis réduite à la base dans l'affichage de ce que je suis en train de faire, moins je peux juger en fait ce que j'ai réellement dans mon fichier. Et je me rends compte, la première fois je suis passé à un écran large gamut calibré, tout en coup, j'ai vu tous mes bêtises de retouches que je n'ai pas vues. Des bandings dans les dégradés, des nuances fines qui n'étaient pas affichées sur mon ancien écran. Je ne vais pas citer maintenant la marque que j'utilisais, mais tout le monde les connaît. Et j'ai vite en fait un tas de problèmes de tout simplement savoir ce que je suis en train de faire. Ce que Michael est en train de vous dire, c'est qu'un écran de bonne qualité, c'est-à-dire il faut qu'il ait une palette de couleurs suffisamment grande. Donc, par exemple, ici Adobe RVB, bien calibré, il va être un peu plus cruel. Il va vous montrer les erreurs et les problèmes qu'il y a dans votre image. Alors que si vous avez un écran qui est un petit peu plus court au niveau des couleurs et qui n'est pas calibré, eh bien, un certain nombre de problèmes qui sont dans votre image, elles sont dans votre fichier, vous ne les voyez pas. Donc, vous ne pouvez pas les traiter et vous allez vous rendre compte à la dernière minute, au moment où vous livrez votre client, qu'en fait, il y avait des merdes. Et ça, c'est quand même mieux de le savoir au début. Donc, je reviens quand même à la question de Pierre. C'est quoi l'écart entre Rec 709 et Adobe RVB 98? Bon, déjà, ce n'est pas les mêmes familles d'espaces. Mais entre Rec 709 et DCI-P3, qui est un espace pour la vidéo, c'est à peu près la même différence de taille qu'entre sRVB et Adobe RVB 98. Donc on parle de 25 à 30% de couleurs en plus. Rec 709, c'est l'espace colorimétrique de base pour les réseaux sociaux. Si vous faites quoi que ce soit en vidéo un petit peu plus haut de gamme que TikTok et une vidéo pour Insta, faut aller au-dessus de Rec 709. TCI-P3 aujourd'hui, c'est très accessible. Avec un écran 4K, ça paraît cohérent. Et on ne parle pas de budget monstrueux. N'importe quelle caméra vidéo qui est capable de faire du 4K, elle est probablement capable en 2023-2024 de faire du DCI-P3. Donc Rec 709, c'est une vieille norme. C'est un peu bas en qualité. Moi, je ne peux pas vous la recommander. Si vous faites de la petite vidéo à pas cher, why not? Mais ne vous étonnez pas que tout d'un coup, votre production elle soit rejetée si vous l'envoyez pour même de la vidéo corporate. Pour moi, c'est un peu court. Tous les écrans de Monsieur et tout le monde deviennent de plus en plus... il devient vraiment très très bon. Hein. Je vois mon OLED que j'ai pour regarder des films. Ils sont vraiment très très bons. Hein. Donc, oui. Alors, une autre question. Eric nous demande comment je fais pour mettre les palettes sur l'écran de mon portable et puis la photo sur mon écran BenQ. Bah, dès que vous ne faites pas de la recopie vidéo, en fait, vous pouvez organiser votre environnement comme vous voulez. Est-ce que toi, tu as un truc en particulier pour... Non, alors c'est vrai avec des écrans qui ne sont pas vraiment faits pour. Je constate ça avec un écran bureautique que j'ai à la maison qui était longtemps juste pour faire la comptabilité des trucs où on aimait quand même d'avoir un écran plus grand qu'un petit MacBook Pro. C'était pas top, mais avec tous les écrans pro que j'utilise, soit j'utilise les deux écrans en même temps, ou sinon j'ai fait une recopie d'écran. Donc en fait, ce que je vois sur le MacBook, il est projeté sur le grand écran. Et de ce fait, si je n'ai pas besoin le petit Mac, je le ferme, je le range dans le côté et je regarde uniquement le grand image sur mon 27 pouces ou 30 pouces.
32 pouces. Si on veut utiliser les deux écrans de même temps, ce que je fais le plus part du temps, j'utilise sur mon Mac tout ce qui est utile, style les mails, tous ces trucs-là qu'on n'a pas besoin de calibrer, quoi, on s'en fout. Et mon logiciel de traitement d'image, j'ai sur le côté, sur mon grand écran. Et alors je connais pas pour PC, je connais rien du tout PC, mais moi je suis Mac depuis des années. Mais dans Mac, en fait, on voit dans les réglages d'écran, d'affichage, et il y a un réglage qui s'appelle disposition d'écran. Et on peut en fait poser où on veut les deux écrans. Donc en fait, on simule la manière que l'écran se trouve dans la nature. Alors en fait, il y a un écran qui est plus haut, plus bas, je peux vraiment peaufiner et je peux même contrôler directement avec la souris. Si je passe avec le curseur d'un écran à l'autre, je vois en fait la différence si c'est bien réglé ou pas. Oui, on pourrait aller dans préférences monitor. Oui, je pourrais le montrer, mais sauf erreur de ma part, dans Capture One, dans DxO, dans Photoshop et dans Lightroom, on a la possibilité de détacher les palettes d'outils et de les mettre où on veut les mettre. Alors dans Lightroom, par exemple, il y a même des raccourcis déjà prévus. On peut tout paramétrer comme on veut. Mais il y a même des raccourcis clavier qui sont dédiés de balancer d'un clic mon aperçu sur deux écrans, par exemple, d'avoir sur Lightroom tout ce qui est navigation, palette et tout à gauche et mon écran à droite, plein de pot, juste l'image que je veux traiter. Donc ça, c'est vraiment un super confort. Donc si on a cette possibilité. Et dans Capture One, on peut vraiment tout dissocier comme on veut. On peut vraiment faire des menus très, très light pour avoir juste le minimum. Ce que j'utilise très souvent parce qu'en plein shooting, on n'a pas forcément besoin de tous les réglages. Mais je garde juste un onglet avec les fonctions principaux que j'utilise et le reste, je cache. Donc, voilà. Une question technique à laquelle je vais répondre si tu es d'accord. La différence entre Palette Master Element et Palette Master Ultimate. Donc, les 4 écrans BenQ dont on vous a parlé sont livrés avec le logiciel de calibrage hardware. Dans tous les cas, vous pourrez du coup stocker le profil à l'intérieur de l'écran et non pas dans le disque dur de votre ordi. C'est plus rapide, c'est plus précis d'utiliser le calibrage hardware. Donc quand vous pouvez, utilisez le logiciel de calibrage hardware qui est fourni par votre fabricant d'écran. Palette Master Element, c'est la version qui existait jusqu'il y a quelques mois. La nouvelle version s'appelle Palette Master Ultimate et elle permet de calibrer les 27 pouces. Et un d'entre vous vient de me confirmer que ça marchait très bien aussi sur le 32 pouces. C'est parfait. Je vous ai dit les avantages. La nouvelle version est plus précise. L'interface est mieux adaptée par rapport notamment aux grands écrans. Très bien, la taille des polices, ce genre de choses. Et puis, il est particulièrement adapté pour le travail multi-écran. Donc, si vous avez un 27 pouces, un 32 pouces, deux 27 pouces, un 32 pouces, il est capable de vous aider à optimiser pour que l'écart d'un écran à l'autre en termes de couleur soit minimum. Il y aura un écart, surtout si ce n'est pas les mêmes technologies. Hein. Ne vous attendez pas, il ne peut pas créer des couleurs qu'un écran ne sait pas faire. Par contre, c'est quand même bien optimisé, plus que beaucoup de choses qu'on avait vues auparavant. Qu'est-ce qu'il apporte de plus Palette Master Ultimate? Je ne sais pas, je n'ai pas tout testé encore, mais j'ai plutôt des très bons retours. Donc, vous pouvez faire la mise à jour. Sauf erreur de ma part, elle est gratuite, la mise à jour. Et je vais vous envoyer, j'ai déjà préparé le lien. Dans l'email que vous aurez demain, vous aurez à nouveau les promotions que je viens de vous communiquer, qui sont disponibles chez Graphique Réseau. Et puis, je vais vous faire un point technique avec les derniers liens vers les mises à jour des logiciels Calibrite de Palette Master Ultimate. Mais il y a aussi la possibilité de télécharger les anciennes versions. Si vous avez un vieil écran BenQ, des fois, il faut tester. Hein. Et puis, la famille de tous les produits Calibrite, vous pourrez comme ça vous balader et regarder les différents types de chartes, les différents types de sondes. Une question qui revient souvent et qui est encore posée ce soir, que fait le produit qui s'appelle Calibrite Studio?
Donc le studio, c'est un spectrophotomètre. Il permet de calibrer les écrans. Il permet aussi de créer des profils d'impression. Donc si vous avez une imprimante, vous pouvez faire des profils personnalisés. Donc c'est différent des sondes. Si tu veux bien remontrer la petite sonde. Donc ces sondes qu'on a ici permettent de calibrer écran, vidéoprojecteur. Un spectro, écran, vidéoprojecteur, boîtier. Bon, Ah le oui, boîtier, ça c'est avec la important. petite En carte fait, d'ailleurs. en dessous, il y a une patte vis Ouais, standard. Et j'ai également déjà calibré pour une présentation un vidéoprojecteur avec, qui était complètement à côté de la plaque. à côté de la plaque. Et oui, voilà, ça je Posé n'ai pas comme montré. ceci. Donc ça, c'est super pratique, ça marche très très bien. Et j'avais un résultat, pas topissime, mais beaucoup mieux qu'avant. Donc le spectro, il va aller plus loin dans le nombre de choses qu'il fait, puisqu'il permet aussi de profiler des papiers. Bien sûr, on est plutôt autour de 600 €. Ce n'est pas le même produit. Voilà. Beaucoup de questions sur la différence entre les anciens produits X-Rite et les nouveaux Calibrite. Ben, je ne rentrerai pas dans ce débat. C'est très simple. Les sondes Calibrite sont les successeurs de X-Rite. Les X-Rite ne sont plus disponibles. Donc, il n'y a pas de question. Moi, je crois, sur les anciens modèles, mais ça disparaît là doucement. Hein, Ouais. Mais en fait, les nouveaux capteurs vont beaucoup plus loin dans la précision, la rapidité, et elles sont forcément mieux capables de tirer parti des nouveaux logiciels. Ce qui n'empêche pas que les iOne Display Pro X-Rite, on peut les mettre à jour, je vous ai dit pour une mise à jour de moins de 10 € avec le nouveau logiciel Calibrite, qui les prend en charge. Hein, donc, vous n'êtes pas perdu. Moi, je recommanderais de mettre à jour parce que le nouveau logiciel, il est plus performant, il va plus loin, il est beaucoup plus intuitif. Mais ça, ne croyez pas sur parole. Jetez un œil sur les sites qui ont comparé. Bah, j'étais étonné hein, parce que C'est bien. j'ai calibré donc l'écran d'un collègue donc qui n'était pas de la marque et j'utilisais donc le Calibrite Profiler et donc c'est comme ça j'ai découvert en fait ce nouveau logiciel et j'étais assez conquis quoi. Donc, Une dernière question, mais je suis un petit peu embêté parce qu'on me demande que valent les sondes Datacolor Spider. Alors, c'est des bonnes sondes, mais on vient de vous dire que les nouvelles sondes Calibrite prennent en charge tout de suite tous les écrans haute luminance, dont les écrans Apple XDR, tous les écrans haute luminance ou très haute luminance. Je ne vais pas donner de nom particulier, mais en fait, presque tous les nouveaux écrans professionnels qui sortent pour le traitement photo et vidéo sont à haute luminance. Calibrite sait gérer ça, Datacolor pas pour le moment. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez un vieil écran, une sonde Datacolor peut fonctionner, mais si vous envisagez l'achat de nouveaux écrans, notamment à haute luminance, ben, vous risquez d'être coincé, quoi. de toute façon, ce que j'ai dit au départ, il faut mieux calibrer que rien faire du tout. Hein, Ah oui, dans tous les cas. Voilà. Sauf s'il y a des nouvelles questions. Donc, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Ça, c'est bien. Oui, alors, Michael vous a expliqué qu'il travaillait à 100 candela à 6500 Kelvin. C'est ça? c'est ça. Il y a plein de réglages suivant votre pratique photo. Antonio Gaudencio, il travaille à 6000 Kelvin sans candela. J'ai pas mal de personnes qui travaillent à 5500 Kelvin et par exemple à 90 candela, mais vous ne pourrez faire ça, baisser la luminance au niveau de votre calibrage, que si vous travaillez dans un environnement en faible lumière. Si vous êtes photographe et que vous devez partager votre bureau avec, j'en sais rien moi, un responsable de communication et qu'il y a beaucoup de lumière dans votre bureau, vous ne pourrez pas calibrer votre écran en 90 candela. La norme ISO, ce serait d'aller à 5500 Kelvin et 80 candela. Vous pouvez, mais il faut vraiment être dans un environnement nickel chrome, très sombre, où il n'y a pas de reflet du tout. C'est possible.
J'ai un retour régulier. Très souvent, je calibre des écrans pour des gens que j'essaie de convaincre que ça vaut le coup. Et ils sont déçus tout d'un coup. Ils me disent bah, je vois plus rien, c'est trop sombre, les couleurs sont bizarres. Juste pour vous dire, laissez le temps de travailler 15, 20, 30, 40 minutes avec et vous vous habituez vraiment très très vite. Au départ, ça peut être un peu bizarre si on est habitué de travailler avec un écran qui était beaucoup trop clair et beaucoup trop bleu. Mais on s'habitue très vite. Hein. Et là, j'ai un peu le compas dans l'œil. Je vois vraiment assez vite si un écran est bien ou pas bien. Mais évidemment, c'est pas absolu. Hein. Donc... Un point important, on a abordé le calibrage hardware. On a dit, ce qui est bien, c'est qu'on peut stocker le profil dans l'écran. Mais on ne peut pas en stocker un seul, on peut en stocker plusieurs. Donc, Mickaël, par exemple, il a un profil pour son travail qui est à destination d'Internet, un profil pour les papiers, par exemple, qu'il doit imprimer. Donc, je prépare ma photo pour faire du print. Et puis, un troisième profil pour la vidéo. Et on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Si tu veux amener la petite molette. Elle est un peu short. Là, il y a une petite molette. Il faut tourner. Ouais, en gros. Hein. Bon, une petite molette. Ça, c'est un ancien écran. Hein. Oui, mais ils sont un peu différents maintenant. C'est ça. Donc sur les nouveaux écrans BenQ, la petite molette qu'on voit ici, donc c'est une télécommande, elle est même sans fil sur les 27 pouces. Ok, moi j'ai encore le modèle avec les encore filaire. Ouais. Et les 24 pouces, c'est sur l'écran, il y a un petit bouton qui permet de passer d'un profil à un autre en fait. Mais ça, c'est très intéressant parce que si on n'avait pas de calibrage hardware, il faudrait refaire le profil à chaque fois qu'on change de paramètre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise non-stop tous les jours pour juste voir un petit peu où je suis. Et la calibration, par exemple, pour l'impression, ça, c'est des valeurs un tout petit peu que j'ai peaufinées en fonction de mes résultats d'impression, mais en fait, finalement, le workflow, il fonctionne. Et je sais maintenant à peu près ce que je dois faire pour arriver là. Donc, une fois que vous avez compris ce qu'il faut, vous pouvez même dans le logiciel de calibration de donner différents profils de calibration. Un qui s'appelle impression, un deuxième qui s'appelle, je sais pas, traitement fichier lambda. Et comme ça, si vous calibrez calibration 1 ou 2 ou 3, vous pouvez repartir exactement sur le même réglage et vous n'avez pas besoin de remettre à chaque fois cocher tous les cases. Il y a aussi les gammas qu'il faut choisir, donc c'est normalement réglé sur 2.2. Il y a aussi, et ça, il y a souvent des questions qu'on me pose, c'est le noix absolu ou le noix natif. On ne va pas rentrer dans ces détails. Et ça, c'est des détails. Il y a beaucoup de tutos sur Internet qui sont assez bien expliqués. Donc, je vous invite de regarder ça. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais laisser le dernier mot pour la fin à Mickaël. Et ce que j'aime bien, c'est que tu donnes ton avis sur ce qui permettrait à nos auditeurs de progresser en photo. Si toi, tu as un petit conseil ou une petite astuce à leur donner comme mot pour la fin. Voilà, je te laisse terminer. Merci. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est difficile à résumer comme ça, mais il faut rester curieux et tester toutes les possibilités techniques qu'on a à portée. Donc, je vous invite surtout pour le traitement de vos fichiers de ne pas avoir peur d'appuyer sur d'autres boutons qu'on n'a pas encore testés avant, les raccourcis de clavier, par exemple, dans les réglages, et pour la prise de vue, d'être curieux et de tester les différentes choses. Moi, personnellement, j'adore tout ce qui est contre-jour. Moi, je trouve que c'est super intéressant de travailler comme ça. Parfois, on invite aussi des flares et des problèmes dans ces photos, mais ça peut être aussi un point créatif dans vos photos. Voilà, je sais pas, c'est difficile à résumer. Il faut juste exercer la photo et pour ceux qui sont pas forcément professionnels mais amateurs, profitez de pas gagner votre vie avec ça, mais que vous avez le temps de jouer avec ces outils de prise de vue. Merci Mickaël. Merci à vous tous.